Bienvenue dans la Blockout TV, l'émission. Bah vas-y, recommence le live maintenant. Tu m'as tué. Bah coupe et refais. Bienvenue dans la Blockout TV. On est dans l'entretien d'embauche, deuxième partie, l'émission politique de la Blockout TV. Et ce soir, nous recevons Jana Boubendir, qui fait partie d'une liste politique pour les élections municipales. Bonsoir Jana. Bonsoir Younous. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de vous, découvrir un peu qui se cache derrière les personnes qui composent cette liste. Je rappelle que vous êtes inscrite sur la liste de Nils Saunier, c'est exact? C'est tout à fait exact. Merci de me recevoir. C'est un plaisir chez nous. Je rappelle, vous avez 26 ans depuis pas très longtemps. Exactement. Vous êtes habitante à Grigny et vous avez fait toutes vos scolarités à Grigny à l'école Gabriel Péry plus précisément. Effectivement. Quel souvenir vous gardez de l'école primaire à Gabriel Péry? Je garde un souvenir très chaleureux en fait. C'était, je pense, des années vraiment heureuses. J'avais plein de copains et puis j'avais ma fratrie qui était là aussi avec moi. Pas mal de personnes qui sont sur la liste aussi de Élan Grignard aujourd'hui. Donc des années après, on est toujours tous soudés et ça c'est beau. Vous restez ensuite à Grigny pour le collège, c'est exact? Non, j'ai fait mon collège à Viry-Châtillon. D'accord. Quelle est la raison justement de ne pas rester à Grigny pour le collège? C'était un choix de mes parents, je dois dire. Et puis, ça m'a permis de découvrir un autre environnement, de prendre du recul et de vivre Grigny différemment. Et finalement, de renforcer mon attachement à Grigny. Parce que ce que j'ai pu observer par rapport à d'autres villes, c'est qu'à Grigny, il y a vraiment une chaleur humaine qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a portée. Et c'est pourquoi je suis restée habitée à Grigny malgré tout. Vous poursuivez ensuite votre cursus scolaire au lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny, qui est, on va dire, le lycée de secteur pour les habitants de Grigny. Et vous passez un bac économique et social. Quelle est la raison de passer un bac économique et social et pourquoi ne pas avoir fait, par exemple, un bac littéraire ou un bac scientifique? Alors, je rectifie juste, je suis restée à Viry-Châtillon pour mon lycée aussi. D'accord. J'ai fait une première S, en fait. Et puis, j'ai terminé en terminale ES. Donc, j'ai un bac ES, effectivement. J'ai, toute ma vie, au cours de mes études, aimé changer de parcours. C'est un peu ce qui me définit jusqu'à maintenant. Et donc, bon, j'ai aimé les 2 années. Hein. C'est tout simplement que j'étais plus touchée par les questions sociales et que j'étais plutôt littéraire. Donc, voilà. Et c'est donc à cette occasion que vous rejoignez cette fois-ci le lycée Jean-Baptiste Corot pour une classe préparatoire aux grandes écoles. Vous en avez fait plusieurs. Parlez-nous-en un peu. Oui, donc à l'image de mon parcours au lycée, j'ai commencé en prépa économique et commerciale, un peu par défaut. Enfin, c'est plus APB qui a choisi pour moi que moi qui ai vraiment choisi. Alors aujourd'hui, on parlerait plutôt de Parcoursup apparemment. Oui, effectivement, ça a changé et ça risque de changer encore. Et finalement, j'ai poursuivi en classe préparatoire littéraire 2 années. Donc, j'étais en spécialité histoire-géographie, donc toujours plutôt dans les sciences humaines que vraiment purement littéraires. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé ces 3 années de prépa qui ont été intenses à Corot. C'était très beau. Et j'ai retrouvé d'ailleurs des gens de Grigny avec moi qui m'ont aussi côtoyé. Alors, l'enseignement en classe préparatoire aux grandes écoles n'est pas quelque chose qui est très répandu chez les habitants de Grigny, chez les Grignois en général. Est-ce que vous pouvez développer la spécificité de cet enseignement pour les téléspectateurs qui nous regardent? Alors en fait, la prépa, c'est pour les grandes écoles. Donc ce sont 2 années normalement, parfois 3 si on choisit de poursuivre, qui préparent au concours des grandes écoles que sont dans le secteur économique HEC, les SEC, mais aussi des écoles comme Schema, enfin les écoles de commerce de toute ambition et de tous horizons. En prépa scientifique, ce sont plutôt Centrale, les mines, Polytechnique, pardon. Et en prépa littéraire, c'est l'école normale supérieure
qui prépare notamment à passer l'agrégation pour devenir professeur d'université ou de prépa. C'est des années qu'on passe dans un lycée, généralement, qui sont très, très intenses. Et donc, les professeurs que nous avons sont à la fois des professeurs de lycée, mais souvent des professeurs qui doivent être agrégés en plus et qui enseignent également à la faculté. C'est des années intenses parce qu'on a énormément d'heures de cours. On nous pousse vraiment à bout pour être au mieux préparés pour ces concours qui souvent sont des concours d'élite en fait en France. La chance ici, c'est qu'on en a une très proche, qui est Corot. Habituellement, les gens qui viennent de Grigny, par exemple, sont complètement exclus de ce genre de parcours. Quand bien même ce sont des parcours qui portent le symbole républicain ou méritocratique, en fait, ça s'est transformé en des classes d'élite qui sont ouvertes aux gens qui viennent de grands lycées parisiens ou de province. Mais à Corot, ils offrent cette chance de vouloir à tout prix offrir ces parcours également à des jeunes comme nous, à Grigny, et qui nous poussent et nous développent au maximum et qui réussissent à faire de nous en fait des petites pépites pour ces concours avec des personnalités souvent qui détonnent et qui finissent par plaire. Au départ, c'est très compliqué de s'acculturer à ce genre de classe, mais finalement, je pense qu'on y trouve tous beaucoup de positifs et on est tous reconnaissants d'avoir pu suivre ce parcours. Un parcours donc élitiste, mais accessible quand même pour les habitants de Grigny. Vous poursuivez ensuite en licence avec un programme d'échange Erasmus en Turquie. Est-ce que vous pouvez développer à ce sujet, s'il vous plaît, et pourquoi la Turquie dans le programme d'échange? Alors oui, je poursuis au CELSA, qui est l'école de communication et journalisme de la Sorbonne. Je choisis dans ma deuxième année, donc j'arrive en master à ce moment-là, de partir en Turquie. Alors la Turquie, c'est un pays dans lequel je n'étais jamais allée avant. Mon père y a toujours été pour le travail, etc. Et il m'en a toujours rapporté ces grands récits qu'on a autour d'Istanbul, ce carrefour des civilisations, cette ville cosmopolite entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe, la Russie, aux confins de la Méditerranée, du bassin méditerranéen, là où je ne suis pas allée. Berceau de la culture européenne aussi, quand même. Moi, ça me fait rêver depuis toute jeune. Il a toujours promis de m'emmener. Finalement, il n'a jamais eu l'opportunité. Je lui dis, qu'à cela ne tienne, voilà, je pars sans toi en Erasmus. Vous avez également voyagé durant votre cursus scolaire ou même en dehors. Vous êtes fan de voyage, si on peut dire, une globe-trotteuse un peu. Vous avez fait la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, l'Autriche, la Turquie bien évidemment, le Liban, Hong Kong, dont on reparlera tout à l'heure, l'Algérie. Quelle est la source que vous tirez quelle est la source que vous utilisez pour pouvoir faire tous ces voyages? Je parle de sources physiques, de ressources mentales, mais également qu'est-ce que ces voyages vous rapportent? Alors, j'adore voyager, ça c'est certain. Malheureusement, je pense que j'ai pas autant voyagé que bien d'autres personnes et j'espère qu'à l'avenir... Alors, c'est quand même plus que certains aussi. Oui, certes, effectivement. J'avoue avoir toujours été très opportuniste là-dessus. Ça veut dire que j'ai saisi toutes les occasions possibles qui s'offraient à moi pour partir. J'ai bataillé pour partir aux États-Unis. J'ai travaillé pour financer ce voyage alors que j'étais juste au lycée pour le financer, etc. Mais c'était dans le cadre de l'école, tout comme la Grande-Bretagne. Tout comme l'Allemagne également, c'était des échanges scolaires. L'Autriche, c'était pendant une année de césure après mon Erasmus, donc en fait j'étais en stage là-bas. Expliquez rapidement peut-être ce que c'est qu'une année de césure. Une année de césure, c'est une année de coupure au sein de ses études, entre les 2 années de master. J'ai décidé, on est toujours étudiant et inscrit à l'école, mais l'école nous offre l'opportunité de partir 1 an, faire un stage à l'étranger ou en France. Tant qu'on justifie d'une activité, on est toujours inscrit dans l'école. Donc moi, j'ai eu l'opportunité de partir à Vienne pour un stage à l'ONU. C'était l'organisation des Nations Unies pour le développement international. Au sein de ce projet, de ce stage, je travaillais pour un projet qui était déployé dans tout le bassin méditerranéen.
Je suis partie en Algérie aussi la même année, mais depuis longtemps, j'y avais déjà été parce que mon père est algérien. Toute ma famille du côté de mon père est restée là-bas, à Constantine exactement. C'est dans le même cadre familial que j'ai pu aller aussi en Tunisie, par exemple. Le Liban, c'est à la fin de mon Erasmus, la Turquie, le Liban, c'est assez facile de voyager entre les deux pays. Et j'y ai réalisé un stage aussi pour organiser la fête de la musique là-bas, dans tout le Liban. C'était un pays, c'est vraiment un pays magnifique. Le Hong Kong, pareil, c'est parce que mon père, pour un voyage d'affaires, devait aller là-bas et je l'ai suivi et j'ai fait ma petite vie là-bas. J'ai découvert ce que c'était que Hong Kong et c'est aussi un territoire magnifique. Qu'est-ce que les ressources pour faire ça, c'est aller à la rencontre. Les ressources notamment mentales. Et qu'est-ce que tous ces voyages vous apportent? C'est la ressource, la source mentale. En fait, il en faut peu. Je veux dire, quand on a l'opportunité de partir, il faut y aller parce que on va à la rencontre des gens, on va à la rencontre des cultures. Ce que j'adorais faire, que ce soit à Hong Kong ou à Istanbul, c'est juste partir, une carte dans mon sac à dos, mais juste partir dans les rues, à pied, aller à la rencontre des gens, aller aux confins de la ville aussi. Et ce qui est fou, c'est que dans les deux villes et dans tous les pays que j'ai rencontrés, parfois je me retrouvais toute seule à me balader dans des quartiers où des gens n'avaient jamais vu de touristes explorer ces endroits-là. Et juste les gens ouvrent leurs fenêtres et sont curieux de voir quelqu'un qui visiblement ne vient pas d'ici, parce que c'est écrit sur nos fronts quand on va dans ces pays-là qu'on n'est pas d'ici. Et juste à m'inviter à prendre le thé chez eux. Donc le thé, c'est un bon moment de rencontre aussi. Dans tous les pays, on retrouve cette boisson autour desquelles chacun raconte son histoire, d'où il vient, ce qu'il fait. C'est sans prétention, c'est d'humain à humain. Et on a beau ne pas parler les mêmes langues du tout, on arrive à se comprendre, mine de rien. Et puis, le temps de cette rencontre, ils nous livrent des bribes de leur histoire et surtout, ils nous ouvrent à une autre humanité et on revient forcément plus riche de toutes ces histoires qu'on a pu entendre dans ces pays. On s'était arrêté justement à votre parcours en licence, le Bac+3. On poursuit maintenant en Bac+5, un master en communication avec des risques. Parlez-nous un peu de l'intitulé justement de votre formation en Bac+5 et de quoi il est question justement. Alors, la communication, au départ, j'avais jamais songé à faire ça. J'ai eu cette école. Donc, pourtant, vous vous exprimez très bien. C'est quelque chose qu'il faut constater. C'est parce que j'adore papoter depuis toujours avec les gens. Et j'aime bien. Je pense qu'il faut choisir soigneusement ses mots parce que c'est de là que naissent toutes les incompréhensions et puis la violence entre les hommes. C'est quand on choisit mal ses mots. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler. Il faut vouloir parler avec le cœur. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, la communication de crise, c'est parce que justement, aujourd'hui, les mots, ils ont un sens. Avec tous les moyens de communication qu'on a, on n'a jamais vécu à une ère aussi aussi connecté et autant en communication constante. Aujourd'hui, tout a une signification, tout est communication. Et donc, moi, j'avais besoin de redonner un sens à tout ça et le sens le plus pragmatique possible. Et donc, c'est quand on est face à des situations vraiment de crise ou de risque où vraiment on revient aux fondamentaux de la communication. Qu'est-ce qu'on veut dire, comment on veut le dire, pourquoi on veut le dire, parce que là, la moindre chose qu'on sort, le moindre mot qui est dit a un impact énorme. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et ce parcours, en fait, me préparait à toutes les situations de crise et de risque possibles, que ce soit au sein d'un grand groupe, par exemple, dans des situations terribles comme le crash d'un avion, mettons, ou au sein des institutions de santé, par exemple, avec l'épidémie du coronavirus aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion d'en reparler éventuellement tout à l'heure. D'accord. Ou bien des situations de guerre, par exemple. Voilà, toutes ces situations qui génèrent un risque d'opinion, un risque de tous les risques possibles et imaginables. Aujourd'hui, j'imagine que vous avez fini vos études. Quel métier exercez-vous si un métier vous exercez? Alors, j'ai fini mes études cet été, exactement.
Je travaille... Merci. Je travaille aujourd'hui dans une agence de communication où je suis consultante en communication de crise justement et de risque autour des questions de la santé et des nouvelles technologies et des transformations des entreprises. Donc en fait, j'aide des institutions, des organisations à construire leur stratégie de communication et à communiquer auprès des différents publics dans ces secteurs-là, que sont la santé, les nouvelles technologies et les transformations des entreprises. Lorsque l'on s'appelle Boubendir, un nom de famille à consonance nord-africaine, est-ce que on se confronte automatiquement à des discriminations liées notamment à l'embauche? Je dois dire que je m'étais jamais posé cette question avant la prépa, en fait, parce que j'ai toujours vécu à Grigny. Enfin, tous les noms étaient à consonance, quoi que ce soit. Donc, en fait, il n'y a plus de consonance quand tout le monde a une consonance. Donc, c'est en prépa, quand on a commencé à construire nos CV, que mes professeurs ont commencé à me dire « Ah, tu viens de Grigny ?» Alors, on se pose la question de « Est-ce que tu dois mettre que tu viens de Grigny ou pas ?» Moi, j'étais là, bah, je viens d'où je viens. Enfin, c'est normal. Bah non, tu sais, tu peux avoir des problèmes. Et puis, en fait, j'ai eu ces professeurs qui m'ont dit « En fait, non, tu as fait une prépa et tu viens de Grigny, alors tu devrais même le mettre en très gros que tu viens de Grigny, parce que justement, ça va montrer à tous ces gens qu'à Grigny, on peut faire des études aussi, on peut s'en sortir. » Donc, moi, j'ai été portée par cette philosophie-là, et j'avoue que j'ai jamais caché que je venais de Grigny. Et si ça m'a porté préjudice, bah, je le sais pas parce qu'en fait, c'est des gens qui m'ont pas choisi, mais c'est pas grave, j'ai trouvé ma place ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui, de plus en plus, arrive à accepter comme ça que tous ces... Enfin, où on doit en fait capitaliser sur la diversité de ses territoires, la diversité de sa population, et qu'il faut assumer haut et fort d'où on vient et quel est notre nom, parce qu'on est français aussi et qu'on a notre place dans la société française. On a quelque chose à apporter et montrer qu'on a envie d'apporter ça pour la société. On a pu en découvrir un peu plus sur vous, notamment par rapport à votre parcours scolaire. On parlera de vos loisirs en fin d'interview. Mais tout d'abord, on aborde la raison aussi pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, c'est que vous êtes la numéro 2 de Nils Saunier, candidat aux élections municipales sous la liste Élan Grignard, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, aux élections municipales à Grigny qui auront lieu donc le 15 mars. Diana Boubendir, ma question est la suivante. Comment s'est passée la rencontre avec Nils et de quand date-t-elle? Peut-être que vous le connaissez depuis très longtemps. Nils, je le connais depuis toujours, je pense. On a fait notre scolarité ensemble à Gabriel-Péry. Il avait 1 an de plus que moi, mais il s'est retrouvé dans l'année de mon frère, en fait, et c'était un très bon ami de mon grand frère, Mehdi. Et donc, ils se sont suivis comme ça toutes ces années. Donc, Nils, il faisait partie de la famille, il était tout le temps là chez nous. On s'est un petit peu perdu de vue dans les études supérieures, mais on se croisait de temps en temps dans le DM22 ou le DM4. Et puis, il m'a contacté quand il a eu l'idée de monter cette liste qui, à l'origine, peut-être n'avait pas l'ambition d'une liste, mais du moins la volonté de rassembler plusieurs personnes et de commencer à discuter de la situation de la ville. Et puis, comme ça, de fil en aiguille, on s'est dit, bon, on arrive un peu tard sur le terrain. On était fin novembre, début décembre, mais pourquoi pas tenter quelque chose dès cette année, voilà, et puis au moins tenter d'éveiller les esprits avec des ambitions modestes, mais on veut quand même agir sur cette ville. Qu'est-ce qui vous a fondamentalement motivé à le rejoindre? Alors, c'est la volonté d'agir concrètement pour la ville. Dès le début, on s'est dit qu'on n'appartenait à aucune couleur politique, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivée aussi. Et en fait, d'emblée, on s'est mis à parler des projets de la ville, des différents projets d'avenir, des problèmes de la ville, et à essayer de trouver des solutions ou des idées pour faire vivre Grigny. Ce qui nous a rapproché aussi, c'est vraiment la volonté de développer le potentiel de Grigny, parce qu'il y en a un énorme, et de vraiment agir
pour les Grinois, les Grignards, comme on veut, et d'agir pour la ville concrètement. Au-delà des enjeux juste politiques ou des jeux politiques, c'est mener à bien des projets pour la ville, pour les jeunes de la ville, pour les moins jeunes, pour porter la ville de Grigny vers un avenir meilleur. Emmanuel Macron, président de la République, lors de sa campagne, évoquait l'ambiance de son équipe de campagne. Il disait, dans mon équipe de campagne, ça se passe un peu comme dans une start-up. Dans la liste menée par Nil Saunier, comment se passe l'ambiance? Quelle est l'ambiance? Comment est-ce que ça se passe? S'il y avait un mot qui définirait l'ambiance au sein de cette liste. Alors déjà, c'est la bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance. On s'écoute tous parler. Ça ne ressemble pas à une start-up. Je ne ferai pas cette comparaison parce qu'en fait, on se retrouve toujours, par exemple, chez l'un d'entre nous ou chez Nil. Donc, c'est quelque chose de très convivial, chaleureux. On aime beaucoup, en fait, on se connaît pas tous très bien. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui, à partir d'un sujet, va se remémorer une anecdote, une histoire de vie. Et on va être tous happés par, en fait, cette frange de vie qu'on nous raconte, par les récits des uns et des autres. On a tous vécu Grigny à des périodes différentes, parce que dans cette liste, en fait, on retrouve tous les âges. Et on a tous vécu Grigny depuis des quartiers différents, depuis des points de vue différents. En fait, on a tous vécu un Grigny différent et pourtant, à travers ces différentes anecdotes, on retrouve un ADN commun qui est cette chaleur humaine, cette bienveillance, cette richesse, la volonté d'apprendre les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose qui définit bien l'ambiance de la liste quand on se retrouve. Si votre liste était amenée à gagner, avez-vous parlé avec Nil pour savoir, ou avec Nil ou avec quelqu'un d'autre, avez-vous parlé entre vous pour savoir quelle délégation vous obtiendrez si vous vous occuperiez par exemple de la sécurité ou si vous seriez par exemple porte-parole de la municipalité? Très sincèrement, on n'a pas du tout discuté de ça. Y a-t-il une délégation éventuellement qui vous intéresse? Éventuellement, ce qui m'intéresse, moi, c'est, je dirais, soit la culture, soit l'éducation. La culture, vous avez un passé de violoniste, ou que dis-je, un passé, une actualité même de violoniste. Vous pratiquez le violon au Conservatoire de Grigny. Depuis quel âge est-ce que vous le pratiquez et pourquoi vous êtes mise à pratiquer le violon? Alors, ça va être difficile de répondre au pourquoi, parce que j'ai commencé alors que j'avais 5 ans. Au Conservatoire de Grigny, quand il était encore aux Tuileries à l'époque, au-dessus de l'école. Je me souviens de longues après-midi passées là-bas à envoyer des avions en papier dans les escaliers de secours. Pourquoi le violon? Peut-être parce que je suis quelqu'un de très, très, très méticuleux et discipliné. Donc, c'était un instrument exigeant et en même temps un instrument si beau, qui est très mélodieux, etc. Donc c'est ça, mais j'ai eu l'occasion de pratiquer d'autres instruments. J'ai fait aussi beaucoup de percussion, de batterie. Donc voilà, c'est pas pour autant que je suis fermée à tout autre instrument. On a parlé du côté globe-trotteuse, on a parlé maintenant du côté mélomane. Il y a également un côté chez vous cinéphile. Vous êtes mordu de cinéma. Parlez-nous un peu de cette passion pour le cinéma. Oui, j'aime beaucoup le cinéma. Je vais régulièrement au cinéma. Je suis une adepte des cinoches à Ris-Orangis ou du calypso à Viry-Châtillon. Malheureusement, on n'en a pas à Grigny, mais je pense qu'ils sont assez proches pour qu'on puisse en profiter aussi à des prix corrects. J'adore le cinéma parce que, encore une fois, c'est une question de récit. Je suis aussi une grande lectrice depuis toute petite. Ma passion, c'est également les livres. J'aime bien voir les gens, leur vie, comment on la raconte, comment on la met en image aussi. C'est très intéressant. C'est très intéressant de voir comment la société est perçue par les réalisateurs, comment ils choisissent de la montrer à une époque de l'histoire comme à l'époque actuelle. Comment, en fait, les histoires, c'est un peu toujours les mêmes. C'est des histoires d'amour, c'est des histoires de voyage, c'est des histoires de rencontres, à la limite des enquêtes policières, peu importe. Mais c'est toujours la manière
de la raconter qui diffère, et ce sera toujours en fait dans la manière de raconter qu'on pourra innover. Et ça, je trouve ça toujours intéressant de voir que pour une même histoire, on peut avoir des interprétations à l'infini selon la personne qui choisit de la raconter. Vous avez une préférence dans le genre de cinéma ou vous regardez tous les cinémas, tous les styles de cinéma, tous les styles de réalisateurs? Sincèrement, je regarde un peu tout. Je suis un petit peu moins comique quand même, je dois le dire. Mais La comédie, c'est pas votre truc. Non, un peu moins. Ça veut dire qu'on peut pas trop rigoler avec vous. Bah, en fait, je suis très très bon public, mais je préfère quand l'humour est dans le cadre des amitiés, de la famille, où j'ai du mal à rire au cinéma, ou j'ai du mal à rire dans les Comic-Con, là, quand il y a tout le monde qui rigole derrière dans ces séries américaines. Non, vraiment, ça casse tout. J'aurais bien rigolé toute seule, mais quand j'entends les gens se forcer, ça va pas. Mais non, j'aime vraiment tous les styles, autant un Parasite comme on a vu récemment que un drame ou un thriller. Je suis allée voir The Gentleman comme on en parlait juste avant, qui est plutôt un film de mafieux. J'adore ça aussi. Si vous deviez retenir ne serait-ce qu'un seul film sur la pluralité de la filmographie que vous avez visionné, quel serait ce film? Et je crois que c'est une question qui n'est pas évidente et à laquelle personne réellement ne réfléchit. Non, parce que c'est une question qu'on pose régulièrement, quand même. Et en fait, j'ai tendance à toujours répondre avec un film différent en fonction de l'humeur dans laquelle je suis, parce que je trouve Alors, que ça c'est quoi change. le film aujourd'hui, là, tout de suite? Aujourd'hui, On alors est le samedi 29 février 2020. Quel qu'est-ce est que le je film? dis? Ça fait trop longtemps que j'ai pas voyagé et j'ai vu un film qui est plutôt un film documentaire, qui est Le Dernier Trappeur. C'est un homme, moi qui aime beaucoup les gens en général, lui, il vit seul dans les montagnes, les Rocheuses, aux États-Unis. C'est l'un des derniers à préserver l'écosystème de cette montagne. Il est avec ses loups, on le suit à toutes les saisons. Et en fait, cet homme qui est si peu au contact de la société est une leçon d'humanité folle, et en même temps, c'est une leçon de l'homme dans la nature folle aussi. C'est vraiment un très beau film et documentaire, puisque en fait, c'est Nicolas Vanier, donc c'est vraiment le personnage joue son propre, enfin l'acteur joue son propre personnage. C'est vraiment le dernier trappeur, et c'est magnifique. Les paysages sont magnifiques et l'humanité est magnifique dans ce film. Le Dernier Trappeur, un film donc recommandé par Diana Boubendir. Je reviens un peu sur votre métier. Vous avez dit que vous étiez consultante en communication de crise. Vous avez évoqué tout à l'heure le coronavirus. Et je sais que vous avez voyagé, on en a parlé, à Hong Kong. En ce moment, je suis obligé de revenir sur l'actualité. L'actualité, c'est l'épidémie du coronavirus. En tant que consultante en communication de crise, comment vous conseilleriez de communiquer sur cette tragédie, si on peut l'appeler comme ça? Alors, c'est un grand sujet. De façon très simple pour ne pas perdre tout le monde. Je recommanderais aux gens de ne pas trop écouter les médias, s'il vous plaît, parce qu'ils nourrissent quand même une hystérie autour de ça. Je demanderais aux gens d'être très rationnels et de comparer les chiffres. Je recommanderais aux gens quand même de suivre les conseils des autorités, parce qu'ils cherchent au maximum ils cherchent le bien quand même de la société française, il faut le dire, et donc à contenir le virus, donc suivre leurs recommandations, mais ne pas nourrir d'hystérie ou vraiment de sentiments irrationnels autour de ça. Continuer d'avoir confiance en les hommes qui nous entourent, prendre les précautions à notre échelle, c'est-à-dire si on a été dans un foyer potentiel, alors il faut préserver son entourage et ne pas essayer de répandre le virus, mais il ne faut pas avoir peur les uns des autres. La dernière question est toujours un peu piège, mais ce n'est pas non plus un hold-up. 15 juillet 2018, à Moscou, la France est championne du monde de football. 19 juillet 2019 au Caire, l'Algérie est championne d'Afrique de football.
quel est le meilleur événement selon vous? Bah, les deux événements sont très bons. La question, j'ai Mais annoncé que la question alors, allait être technique. Hein. La meilleure, en fait, quelle définition nous mettons derrière meilleur? Meilleur pour qui? Meilleur pourquoi? Meilleur pour Diana Bourgendir, bien évidemment. Ah, pour moi personnellement? Voilà. Je suis pas du tout le foot. Je suis désolée. Alors ça va pas plaire. J'adore jouer au foot, mais j'ai du mal à le regarder. Meilleur, bah, c'est la France. Je suis née en France. Je suis française. Après, toutes les victoires sont belles à célébrer. Même si la France avait perdu, c'était la victoire pour une autre équipe. Et moi, je vois les hommes derrière avant tout. Et il y a toujours... enfin, c'est pas parce qu'on perd à un événement sportif qu'il faut s'endeuiller. Il faut toujours se réjouir parce qu'il y a une performance sportive quoi qu'il arrive derrière. Et donc, tous les moments sont beaux pour être célébrés. Mais la France championne, ça me rend très fière. Bon, je suis fière pour l'Algérie aussi, mais je les connais moins. On arrive à la fin de cette interview. Diana, est-ce que vous souhaitez rajouter peut-être un mot? Moi, je tiens à dire et à répéter ce que j'ai dit en tout début d'interview, c'est que je n'ai jamais vu autant de chaleur humaine que dans cette ville, à Grigny. Et c'est quelque chose que j'ai souvent entendu quand je sortais d'un spectacle de danse ou d'un spectacle du conservatoire, d'un concert, d'un événement en public ou avec un public auquel j'ai été confrontée. Sans cesse, ce que j'ai toujours entendu des gens, ce dont ils se rendaient compte, c'est qu'à Grigny, on a vraiment des gens qui sont généreux, qui aiment se donner, qui aiment donner aux autres, qui aiment donner pour leur culture, pour faire rayonner la ville. Alors, s'il vous plaît, c'est là-dessus que moi, j'aimerais qu'on capitalise tous ensemble à Grigny. On a tous une grande richesse intérieure et j'aimerais donner en fait à la population grignarde ou grinoise le potentiel, les armes pour exprimer, rayonner cette chaleur, cette richesse vers l'extérieur et montrer une bonne fois pour toutes que Grigny c'est beau. Je vous remercie Diana. Je vous dis à très bientôt. Je remercie les téléspectateurs qui nous ont suivis. C'est la fin de cette interview. Je vous rappelle le rendez-vous le 15 mars 2020. Les élections municipales à Grigny, je vous invite à aller voter. Nous vous invitons à aller voter et à exprimer votre choix dans les urnes. Merci à tous. C'était l'entretien d'embauche version 2. Je vous dis à très bientôt sur les antennes de la Blockout TV. Merci.